général sur... est-ce que tu peux te présenter et puis nous décrire un peu ce que tu fais? Je m'appelle Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis chef de la cybersécurité au commissionnaire du Québec à Vigile.ca, une firme de sécurité physique en fait qui vient de commencer en cybersécurité. Donc mon rôle là-bas, premièrement, c'est surtout de sécuriser le réseau d'entreprises, ses données et offrir aussi une offre de sécurité défensive, de cybersécurité défensive aux clients. Donc il y a deux gros volets généralement en cybersécurité. Il y a la sécurité offensive, ce qu'on appelle le red teaming, les tests d'intrusion, ce genre de trucs-là. Et il y a la sécurité défensive qui est justement de hardener, si tu peux me permettre l'expression anglaise, donc de hardener un réseau, de sécuriser un réseau ou des réseaux. Donc c'est mon rôle premier là-bas. Aujourd'hui, il est beaucoup question de la vie privée dans la technologie. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Difficulté nouvelle, enjeu nouveau, c'est pas tant surprenant. On est habitué à la satisfaction instantanée dans nos sociétés, donc je pense que c'est un peu normal qu'on recherche une réponse ou en tout cas une solution rapide et facile à nos problèmes. La COVID-19 en fait partie aussi. Je crois qu'on a été très tenté, quand je dis on, c'est pas juste au Québec ou au Canada, ou c'est partout dans le monde, là. On a été très tenté de trouver une solution technologique à ce genre de problème-là. On a juste regardé toutes les technologies de traçage qui ont été développées depuis 6 mois. Puis il y en a de toutes les sortes, avec toutes les technologies et protocoles qu'on peut imaginer. Tu as des États qui ont mis énormément d'argent là-dedans. Pas besoin d'aller bien loin. Le Texas a mis 325 millions de dollars juste dans la recherche sur les technologies de traçage, puis qui ont finalement abandonné. Tu as des pays où c'est extrêmement intrusif, comme la Corée du Sud et Singapour, où c'est bien juste, on ne dit pas le nom de la personne dans une base de données publique, et où on donne plein d'informations nominatives sur la personne, mais on ne dit pas son nom. Je pense que depuis 2013, avec l'affaire Ed Snowden, on a compris que c'est pas parce que tu n'as pas le contenu d'un message ou de quelque chose que tu peux pas en savoir beaucoup avec toutes les données qui sont autour de ça. C'est le même principe avec les technologies de traçage. Bon, évidemment, on en a en développement ou sur le point d'être utilisé au Québec ou au Canada aussi. Tu en as aux États-Unis, les différents États. Il y a pas, aux États-Unis, c'est un exemple intéressant parce que tu n'as pas vraiment si on veut, de stratégie fédérale. La Maison-Blanche a un peu laissé tomber tout le monde, puis a pelleté ça dans la cour des États, puis a dit débrouillez-vous avec. Fait que là, il y a eu plein de technologies émergentes dans les différents États. Le thème commun, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment, qu'on réalise. Tu as des applications de traçage qui fonctionnent avec Bluetooth Low Energy, GPS, triangulation, Wi-Fi. Des fois, c'est un mélange de toutes ces technologies-là. Des fois, c'en est juste une. Tu passes d'un État à l'autre aux États-Unis ou même au Canada, d'une province à l'autre, puis c'est pas la même technologie de traçage qui est utilisée, donc c'est un peu caduc au niveau du traçage global. Si ça devient utile, ça devient utile dans une zone très, très, très restreinte. Il y a des enjeux juste d'utilité technologique, selon moi, relevés à ça. La technologie la plus utilisée pour le traçage, c'est le Bluetooth Low Energy. Puis ça donne le positionnement d'un beacon ou d'une connexion, si on veut, Bluetooth sur un téléphone de quelqu'un, que ce soit un bracelet ou autre, en dedans de quelques mètres. Le problème, c'est que la distance idéale, justement, entre deux personnes pour prévenir le plus possible la transmission de la COVID-19, c'est à peu près 2 mètres. On tombe dans l'âge d'erreur du protocole utilisé. Donc déjà là, au départ, on s'est beaucoup garoché sur ça par défaut, en espérant de dire, bon là, on va être capable de tracer ça, puis tracer les gens problématiques ou ceux qui sont des vecteurs de contagion. Mais on n'est même pas sûr de la localisation parce qu'on est en plein dans la marge d'erreur du protocole Bluetooth Low Energy. Donc, déjà là, au départ, on ne peut pas se fier à ça. Il y a tout le volet aussi de, bon, évidemment, qui fait l'application, qu'est-ce que mettons, ces organisations-là, ces entreprises-là, ces États-là font avec les données récoltées. Évidemment, ça a été... je suis agréablement surpris de voir ça. Peut-être pas surpris, mais heureux juste de le voir. Que le réflexe a été genre wow, minute nos données personnelles. Je pense que suite à le scandale de Cambridge Analytica, il y a quelques années de ça, suite à la fuite de données chez Desjardins, suite aux différentes fuites de données et problèmes, Capital One et autres, là, Equifax qu'il y a eu dans les dernières années, ça a rentré dans la tête du monde, puis les gens sont très méfiants par rapport aux entreprises, aux organisations, puis aux États qui
manipulent des données personnelles. Donc, je pense que c'est un bon réflexe que les gens ont eu dès le départ. Je veux dire, la majorité en tout cas, celles que j'ai vues au Canada, les applications de traçage, dans leur papier technique ou dans leur white paper, leur document de conception, ils font attention, c'est nommé les données personnelles. Il y a visiblement un désir de la population de faire attention on veut qu'on fasse attention avec nos données personnelles. Maintenant, est-ce que ça se fait ou non? C'est une autre histoire. Tout ça est arrivé très très vite. Ça fait à peine 6 mois qu'il y a eu l'éclosion, puis il y a eu une déclaration de crise de santé sanitaire au Québec et ailleurs. Tu sais. Puis c'est un très court laps de temps pour développer des applications qui ont un impact aussi grand sur la société, qui tracent nos mouvements. Tu sais. Évidemment, les plus cyniques vont dire on a déjà un téléphone cellulaire dans nos poches qui est le plus grand outil de surveillance de l'histoire de l'humanité, et c'est vrai. Mais là, on en rajoute une couche parce que là, c'est des données de santé de la population. Pas besoin de dire qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait que son dossier médical soit wide open pour que tout le monde puisse le lire. Donc, il y a un peu des éléments de ça qui jouent là-dedans. Donc, ma réflexion personnelle par rapport à ça, c'est que je ne suis pas nécessairement contre les technologies de traçage. Encore faut-il qu'elles soient utilisées de manière intelligente, qu'il y ait une responsabilité, puis des comptes soient rendus par l'organisme, l'entreprise qui gère ces données-là. Bon, évidemment, tout ça, c'est dans un monde idéal, dans un monde où il n'y avait pas l'urgence d'agir. On la sent un peu moins maintenant, cette urgence-là. Il y a 2-3 mois, on la sentait vraiment beaucoup, par contre, quand ça allait vraiment très, très mal, là, en avril, mai, là, où ça allait mal au vu psychologique, là, je pense. Là, tout le monde était down pas mal. Là, puis là, on voulait une solution. Puis là, ouais, n'importe quoi. Là, je vais vendre mon premier né, là, mais je veux. Trouve-moi une solution. Je pense que ça s'est calmé beaucoup. Il y a beaucoup moins de développement qui est fait au niveau des applications de traçage aussi. On voit que ça marche plus ou moins bien. Le traçage à main est encore ce qui est le plus utile. Le traçage, les applications de traçage fonctionnent bien dans les sociétés où le bien commun semble être mis à l'avant-scène. Les sociétés asiatiques, généralement, d'inspiration bouddhiste ou d'influence de Confucius, c'est vraiment clairement plus où c'est comme, là, on le fait pour tout le monde. Puis ici, dans le royaume de l'individualisme, de la satisfaction instantanée, c'est beaucoup moins hot. Et je dis pas que c'est mieux ou moins pire, là, je veux dire, les deux, ça ont leur avantage, mais c'est pas facile. C'est toujours une balance entre la sécurité des gens puis leur vie privée et leurs droits aussi, tu sais. Tu peux rendre une société extrêmement sécuritaire si tu le fais en éliminant tous les droits. Les gens n'ont plus le droit de sortir de chez eux, ils n'ont plus le droit, tu sais. Est-ce que c'est souhaitable? Pas nécessairement. C'est une balance. Moi, je pense que c'est important de trouver une balance là-dedans. Puis, à l'origine, il y a 3 mois, quand on me posait la question, est-ce que c'est une bonne affaire, les technologies de traçage, tout ça, je dis, moi, je trouve que c'est... On se lance tête première là-dedans. J'aime pas ça, le fait qu'on aille trop vite. Là, il faut voir ce qui a été développé. Ça fait 6 mois. C'est quand même un court laps de temps. C'est pas énorme là, pour développer des applications de ce genre-là. Il y a tous les enjeux qui restent aussi au niveau technologique, là, de traçage, de capacité de traçage du protocole, à quel point il est efficace, l'interopérabilité aussi entre les différents États, les différentes nations, les différentes provinces. C'est pas toutes ces mêmes États-là, ces régions-là qui utilisent la même application. Fait que là, c'est problématique. Tu as Apple et Google qui ont développé un framework commun pour aider les entreprises ou les États qui veulent développer des applications là-dessus. Une moyenne adaptation. On voit qu'il n'y a pas vraiment un désir tant que ça d'aller dans les technologies de traçage. Je pense qu'il y a certaines entreprises privées qui aimeraient bien que ça soit le cas parce qu'il y a de la pièce à faire avec ça. Mais on sent de la population que c'est vraiment pas hot. En tout cas, ici, c'est vraiment pas hot. Puis, ultimement, les gouvernements, c'est quand même eux qui se font élire par la population. Puis, je pense qu'ils le ressentent. Puis, je le vois pour avoir parlé à quelques ministres et quelques députés là, que je n'aimerais pas, là, dans le gouvernement et ailleurs aussi, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment... Il y a une ouverture d'esprit. On dit, démontrez-nous que ça fonctionne,
puis on verra. Il n'y a pas comme une... contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas un rush à prendre absolument une application de traçage. Ça, c'est la bonne nouvelle, je pense. Fait que, toute l'historique des dernières années a joué à notre avantage au niveau du respect de la vie privée là-dessus. Est-ce qu'on a un bon pas de recul en disant wow, minute, regardons comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est une technologie qui peut être utile dans le combat contre la COVID? Oui, ça peut être utile si c'est bien fait. On n'est pas tout à fait là, présentement. Ok. C'est super intéressant. Et puis là, tu as beaucoup développé sur la technologie de traçage, mais il y a déjà, par exemple, beaucoup d'applications qui existent de télémédecine. C'est déjà des applications qui enregistrent toutes les données de santé, enfin une partie des données de santé des utilisateurs. Est-ce que tu as un point de vue particulier sur toutes ces applications-là et puis toute la sécurité qui peut être mise sur ces applications pour les utilisateurs? Ben, mes inquiétudes restent, c'est les mêmes. Je pense que ça a certainement une utilité, surtout les applications de télémédecine dans le cas de pandémie, là, où on veut éviter les contacts rapprochés le plus possible, surtout en médecine, on s'entend. Je pense que c'est super, c'est une très bonne idée. Puis c'est utile. Les enjeux de sécurité de l'information restent, les dangers par rapport au flux de données restent. Les dangers d'exploitation de ces logiciels-là restent. Je veux dire, il y a eu des cas dans les dernières années, des pompes à insuline, par exemple, qui ont été hackées où, à distance, on pouvait modifier le taux d'insuline injecté dans un patient automatiquement à toutes les heures ou à tous les jours, peu importe. Inutile de dire que c'est un problème. Il y a différents cas comme ça qui existent dans les dernières années. L'enjeu, puis en fait, la différence en fait, entre ces applications-là puis tout ce qui est tracing pour la COVID-19, c'est que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été garoché, le développement des applications de télémédecine. Ça s'est fait en bonne et due forme, je généralise, là, mais ça s'est fait généralement en bonne et due forme, pas dans un rush catastrophique, dans un contexte de quasi-apocalypse. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Il n'y a pas de pression sur les développeurs pour pondre quelque chose qui doit faire exactement tout ce qu'on a besoin. Puis là, c'est la survie de la civilisation occidentale en dépend. Ça fait une grosse différence. Puis les enjeux restent les mêmes, que ce soit une application de télémédecine, une application bancaire, une application de jogging, peu importe. C'est toujours les mêmes, c'est développé par des êtres humains. Les êtres humains font des erreurs, des bugs sont par la suite exploités, se transforment en des vulnérabilités exploitables et des fois militarisées, weaponisées. Ça, c'est pas différent, là, que ce soit n'importe quelle application, c'est juste que dans le contexte actuel, les applications de traçage se sont développées trop vite, ils n'ont pas été assez testées généralement, trop souvent. Puis la télémédecine, ben, ça s'est développé depuis des années. Donc, j'ai un niveau de confiance un petit peu plus élevé par rapport à ça. Je reconnais leur utilité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vulnérables ou exploitables. Là, pas du tout. Est-ce qu'il est pour toi possible de pouvoir construire des solutions éthiques qui nous aideraient à traverser la crise? Je suis sûr qu'il y a des gens bien intentionnés qui sont lancés en affaires pour le faire. Malheureusement, dans le libre marché, si tu veux maximiser tes profits, il faut que tu ailles avec ce qui fonctionne présentement. Puis l'or noir, maintenant, c'est les données personnelles. C'est ça qui fait qu'une application est gratuite, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est possible pour une entreprise qui se dit éthique de survivre dans le contexte. C'est une belle pensée. Est-ce qu'on est dans un système économique qui favorise ça? Absolument pas. Pas du tout, au contraire, même dans un système économique qui favorise les coupes-gorges et ceux qui vont vraiment piler sur les autres pour s'élever. Ça, c'est pas des entreprises éthiques qui vont changer ça. Le fonctionnement reste le même quand même. Tu sais. Je suis un peu, je ne vais pas dire pessimiste là-dessus, plus réaliste. Je ne retiens pas mon souffle pour en avoir une à terme. Qu'elle soit lancée avec une bonne pensée ou certainement, je pense que ça peut exister. Si tu es vraiment intéressé à faire ça, tu peux être une organisation sans but lucratif. Est-ce que la majorité de ces entreprises-là le sont? Je ne sais pas. J'ai un doute sain par rapport à ça, un peu cynique, mais le contexte financier, la nature du système financier actuel ne favorise pas ça du tout. D'accord, je comprends. Quelles sont pour toi les dérives avec les plus forts enjeux dans le contexte de la crise? Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par les tendances conspirationnistes. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus?
je sais pas si ça peut aller pire que ça va. Je sais pas si ça peut être pire que ça va maintenant, en fait. Avant la COVID, on était dans un contexte où il y avait un problème déjà d'enjeux de manipulation puis de sécurité des données personnelles. Il y avait des enjeux de corruption au gouvernement, il y avait des enjeux de démesures corporatives. Certains de ces enjeux-là ont été exacerbés par la COVID-19. Là, on a vu les profits faramineux de Jeff Bezos, puis Mark Zuckerberg et autres PDG de Silicon Valley qui ont explosé pendant la COVID. Mais ces problèmes-là existaient avant, ces dérives-là existaient avant. Je pense que ça a empiré la situation, oui, mais ça n'a pas foncièrement créé d'autres problèmes qui n'étaient pas... qu'on savait qu'elle allait arriver. Une crise sanitaire, c'était écrit dans le ciel que ça allait arriver, de par notre mode de consommation, la nature de notre économie, la manière qu'on interagit avec les autres pays, la manipulation de la nourriture, puis notamment de la viande, notamment. Puis ça, c'est un carnivore qui dit ça, là. Je le reconnais, là, mais c'est quand même problématique, là, surtout à un niveau industriel comme on en fait maintenant. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux enjeux, honnêtement. Nous, on vit ce que bien des pays vivaient depuis longtemps, en fait. Finalement, ça nous a rattrapé. Notre style de vie nous a rattrapé. Je veux dire un mot sur les conspirationnistes en tant que tels. Il y a toujours un fond de vérité aux conspirations. Puis, je ne veux pas les balayer du revers de la main automatiquement. Bon, le problème, c'est souvent la mauvaise foi là, de ces personnes-là, ou de systématiquement rechercher une réponse là où il y en a, des fois, il n'y en a juste pas. Puis d'être capable d'accepter le fait qu'il n'y en a pas. Puis certaines personnes ne sont pas capables de ça non plus. Il y a des dérives, il y a des bonnes raisons de questionner où on s'en va. Dans le contexte de la COVID-19, il y a beaucoup de choses qui ont été improvisées, notamment de la part des gouvernements. Et je ne les blâme pas non plus. Je n'aurais pas fait nécessairement mieux. Il faut garder un œil. Il ne faut pas donner carte blanche à qui que ce soit. Il faut garder l'esprit critique. Maintenant, contester tout et rien, c'est pas nécessairement avoir un esprit critique. Ça, il faut faire la différence aussi. C'est d'être capable de faire la part des choses. Puis, je pense que la majorité des gens sont capables de justement la faire, la part de ces choses-là. Mais il y a un fond de vérité intéressante chez ce qu'on appelle les conspirationnistes, dans le sens à quel point, notamment le port du masque, ça en est un cas qui est intéressant. Bon, les études démontrent que, ça n'entendent pas toutes, mais en tout et partout, que c'est probablement plus utile de porter un masque que de ne pas en porter dans le contexte. Il y a un gros élément de théâtre de la sécurité aussi. T'sais. On en parlait juste avant l'enregistrement. On ne sait plus quand est-ce que le mettre, puis quand est-ce que pas le mettre, puis l'enlever. On est en dedans, puis là, on est dans les corridors. Tout le monde improvise jusqu'à un certain point dans un contexte comme ça. Il ne faut pas oublier ça non plus. L'imposition du masque par le gouvernement, c'est de l'improvisation. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais généralement, les gens ont tendance à donner beaucoup trop de pouvoir et d'influence et d'importance à des groupes comme le gouvernement ou des très grosses entreprises. Écoute, tu ne peux pas asseoir deux personnes dans une pièce et garder un secret. Là, fait que, au gouvernement, c'est le même principe. Tout le monde improvise tout le temps, constamment, puis c'est beaucoup plus chaotique que bien des gens pensent. Fait que, c'est là où je vais jeter le pot et pas les fleurs aux conspirationnistes. C'est que les gens au gouvernement, entre autres, parce que c'est souvent la cible des conspirationnistes, sont beaucoup trop désorganisés pour fomenter quelconque sorte de complot national ou planétaire sur ce genre d'affaires-là. J'en ai parlé à des ministres et à des députés dans ma vie. Rien contre eux, mais il faut sortir de la tête qu'il y a une espèce de complot mondial pour pousser l'OMS à vendre des enfants pour des cultes sataniques ou je ne sais pas c'est quoi. Là, on va un peu trop loin. Là. Donc, mais tout ça a fait que c'est tout cette crise-là a exacerbé des situations qui existaient déjà, des mesures qui existaient déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon moi. C'est juste pire que c'était, malheureusement. Donc pour finir sur une note un peu plus positive, à ton sens, dans quelle mesure est-ce qu'on peut construire des expériences et puis des solutions qui soient utopiques et pas dystopiques? Peut-être changer radicalement le système financier. Tant aussi longtemps que l'exploitation des données personnelles va rester l'or noir, comme elle est présentement,
il y a peu ou pas d'incitatif pour un entrepreneur de faire ça by the book avec gentil et un sourire. Le fait est, c'est que tu vas te faire éventuellement bypasser par quelqu'un qui, lui, va te piler sa tête, puis va acheter ton entreprise, puis il va utiliser ce que tes développeurs ont créé pour à des dessins plus sombres ou plus purement financiers. Tu sais. Le modèle coupe-gorge qu'on a dans le capitalisme actuel, ça aide pas du tout le développement d'entreprises qu'on dit éthiques. Fait que c'est une solution un peu radicale. Je ne sais pas à quel point elle est réaliste. Puis tu sais, je ne me considère pas comme un communiste enragé, pas du tout, au contraire. Là, je suis un centriste très très plate, moi. Mais le constat est là, tu sais, je veux dire, dans l'état actuel des choses, avec les données qu'on génère nous-mêmes, avec l'exploitation qu'on est capable d'en faire dans le libre marché actuel, avec la concurrence qui existe des entreprises, des très très grosses entreprises qui se passent ces données-là, qu'elles répondent ultimement à leurs investisseurs, puis à leurs actionnaires, puis leur but premier c'est de maximiser leurs profits. Il y a très peu de place pour une compagnie éthique qui peut survivre à terme. Il y a des exemples de ça qui existent en général. Puis, la plus grosse entreprise qui a un volet éthique bien développé, c'est Apple. Apple, bon, évidemment, ils ont un modèle particulier là, qui existe depuis un certain temps aussi. Mais je pense que le point tournant vraiment d'Apple par rapport à l'éthique et à quel point ça peut être profitable, ça a été pendant les attentats de San Bernardino il y a quelques années de ça, où le FBI a retrouvé des iPhones sur le corps des terroristes, en fait, qui ont commis l'attentat. Puis on dit à Apple, donnez-nous les clés de déchiffrement, on veut avoir accès au téléphone. Puis Apple a fait non. Non, parce que ça briserait la sécurité pour tout le monde. Puis Tim Cook, le PDG d'Apple, a pris une décision à ce moment-là. Et lui, c'est une décision éclairée d'affaires, qui a dit on est à l'ère où maintenant c'est profitable de dire nous, on respecte les données personnelles des gens. À l'ère post-Ed Snowden, à l'ère post-Cambridge Analytica, post-Desjardins, pas à l'époque, mais maintenant post-Desjardins. Maintenant, il y a peut-être une place pour les entreprises éthiques, mais partir de rien, c'est très, très, très difficile. Maintenant, quand tu as un dos pas mal plus solide, des reins pas mal plus solides comme Apple, qui a déjà une historique, donc qui vend du hardware et autres, là, c'est plus facile. Pour une jeune pousse, il n'a pas été fait.